Pulsar. Bienvenue sur Radio Pulsar 95.9, vous êtes dans l'émission Quoi tu pop, l'émission qui propose un regard marxiste et matérialiste sur l'actualité, autrement dit, manger de bourgeois. Et donc pour cette émission, nous sommes au mois de juillet, nous sommes le 9 juillet. Alors vous avez peut-être entendu un début d'émission il y a quelques minutes pour les personnes qui nous écoutent en direct, c'est normal, c'était on va dire un rediffusion qui a été reprogrammé au cas où nous ne fassions pas l'émission directe. Nous faisons l'émission directe, nous avons donc interrompu cette émission. Ce début d'émission que vous avez entendu, voilà, c'est un petit retard aussi de notre part pour le direct, puis des imprévus, des quelques personnes absentes. Donc, mais si vous voulez réécouter cette émission précédente qui parlait de France AVC 86, vous pouvez la réécouter en podcast sur le site radio-pulsar.org ou sur la chaîne YouTube Ventre Presse. Voilà, en attendant, nous sommes donc en direct sur Radio Pulsar 95.9. Nous allons parler aujourd'hui du logiciel libre, en général de la propriété intellectuelle sur les logiciels, d'un point de vue, et on va essayer d'apporter un éclairage politique à cette question-là, avec un invité donc, que nous présenterons un peu plus tard pour donc, un spécialiste, un militant du logiciel libre à Poitiers. Et en attendant, donc, nous avons en direct donc, une partie de l'équipe, nous avons Yurigan. Bonsoir Yurigan. Bonsoir Yurigan. Bonsoir Yurigan. Est-ce que tu nous entends ? Oui, bonsoir. Voilà. Bonsoir tout le monde. J'espère que tout le monde m'entend très bien. Et nous avons aussi Gabin aussi qui est à distance, mais bon, qui est en fait en direct malgré tout, parce que c'est du direct. Donc tout ce qu'on va dire quand il va réagir et quand Yurigan va réagir, ce sera des réactions à chaud. Voilà. Donc Gabin, je crois que tu voulais nous parler, parce qu'il fait un petit peu chaud, on a une réaction à chaud justement, tu venais parler de la canicule un petit peu, et pareil, un éclairage politique et matérialiste sur la canicule. Ouais, en fait, c'est ça. Depuis quelques semaines, à moins que vous habitiez au fin fond d'une grotte, vous avez sans doute la chaleur qui vous tape le cerveau. Il y a des gens, littéralement, qui meurent de chaud au sens propre du terme, qui meurent à cause de la canicule parce qu'ils n'ont pas de volet ou parce qu'ils n'ont pas de climatisation chez eux. Et face à ça, ce qui est intéressant, c'est de voir les politiques publiques qui sont menées par rapport à ça. Alors, on a pu le constater il y a quelques semaines, il y a eu un programme de piscine gratuite qui a été mis en place à Poitiers, où ils ont élargi un peu les horaires pendant une courte semaine. Et en même temps, ils ont mis en place une répression par rapport à la question de se rafraîchir, notamment la question de la baignade dans le Clin. Et c'est surtout ce point de vue-là que je voulais aborder. Alors, désormais, on savait depuis de nombreuses années, voilà, les pouvoirs publics disent qu'il ne faut pas aller se baigner dans le Clin, parce qu'il y a des endroits où il y a du courant, il y a des endroits où il n'y a pas trop de profondeur, etc. Mais là, la mairie de Brottier a mis quelque chose en place, elle a mis une amende forfaitaire en place, c'est-à-dire que désormais, si vous vous baignez dans le Clin, vous payez une amende de 11 €. Alors on peut se dire, quand même, c'est quoi ces gauchistes, encore ils chouinent un peu, alors qu'une amende de 11 €, c'est pas grand-chose. En fait, le problème qu'il y a derrière cette volonté de réprimer les gens qui vont se baigner dans le Clin, derrière l'entité de la sécurité publique, vu qu'en moins d'1 mois, il y a eu près de 3 morts par noyade dans le Clin. Le problème, en fait, c'est que, encore une fois, la seule manière que vont avoir les personnes pour se baigner, c'est d'aller uniquement dans les piscines. Là où autrefois, la gratuité qui consistait simplement à aller dans l'eau, dans la rivière, dans le fleuve, ça devient aujourd'hui une question où là aussi on met en place un argument sécuritaire. C'est-à-dire que la mairie a mis, a publié une vidéo où dedans elle nous explique alors le fond du Clin, il est pollué. Alors déjà, il faut savoir que les 3/4 des déjections de pollution dans le Clin sont dues soit aux assainissements d'eau usée que la ville n'a pas rénové et donc qui pollue le Clin parce que on a une utilisation d'eau et ça atterrit dans le Clin, ou alors les entreprises
qui envoient de l'eau dans le Clin pollué. On pense notamment aux entreprises de BTP qui par moment envoient de l'eau avec du ciment pour nettoyer dans l'eau. On pense aux entreprises ou alors aux agriculteurs aussi qui renvoient de l'eau dans le Clin, etc. Enfin bref, l'eau en général en France, c'est une matière, on va dire, qui n'est pas beaucoup traitée, beaucoup protégée. On l'a bien vu de toute façon avec les manifestations anti-bassines, le traitement de l'eau, de la politique de l'eau en France. Et donc la mairie de Poitiers a sorti une vidéo il y a de ça 2-3 semaines pour expliquer que désormais on ne pouvait plus se baigner dans le Clin à cause de la violence des courants, de la pollution, et du fait de pouvoir s'évanouir si jamais on entre en hydrocution, etc. Et la mairie et l'ancienne municipalité en place de Poitiers Collectif a elle aussi sorti une vidéo hier louant le petit bassin, la petite piscine qu'ils ont installée à l'île aux Tisons, qui est une sorte de piscine en aluminium qui a coûté près de 500 000 euros à l'installation, vu qu'il a fallu racheter le terrain sur place, vu que ça coûtait à l'époque il y avait un terrain de pétanque ici et donc du coup ils ont dû racheter ce terrain-là. Ils ont installé une piscine, etc., qui a été donc financée par de l'argent public uniquement pour installer une sorte de carré qui peut loger 70 personnes pour pouvoir se baigner de manière sécurisée dans le Clin. Moi, le souci que me pose tout ça, c'est qu'en fait, il y a des gens qui encore aujourd'hui ne peuvent pas aller nécessairement dans les piscines municipales pour différents types de raisons, que ce soit pour des raisons de déplacement, c'est-à-dire qu'ils ne peuvent pas forcément se déplacer à l'autre bout de la ville, vu que parfois les piscines sont à des endroits extrêmement éloignés de là où on habite. Les réseaux de bus ne sont pas les plus performants à Poitiers, mais aussi le fait en fait que la gratuité désormais devienne pour des raisons de sécurité impossible. C'est-à-dire qu'on fait passer le sujet sécuritaire au-dessus de la gratuité. Il y a toujours eu des courants dans le Clin, et c'est pas genre en mode phrase de vieux quoi, en mode ouais ça a toujours été comme ça, c'est ainsi, c'est comme ça. C'est vraiment le fait que oui, il y a des endroits où le Clin peut être dangereux. Et qu'est-ce qu'il faut par rapport à ça? Il faut de la signalétique, il faut de la visibilisation, il faut des personnes qui circulent, etc. pour aller avertir les gens qui se baignent. Souvent c'est des jeunes, mais dans les personnes noyées, il y a notamment eu un trentenaire qui s'est noyé à l'île aux Tisons. Donc en plus ça, un lieu qui est surveillé. Donc c'est pour ça que la répression ne sert pas à grand-chose, parce que même les lieux surveillés, il y a quand même des noyades. Et sauf qu'au lieu de ça, en fait, la mairie a préféré demander aux agents municipaux de vadrouiller le long de Clin pour pouvoir donner des prunes aux gens. Donc voilà, moi je reste un peu interloqué sur cette manière de concevoir le rafraîchissement dans une période où il fait extrêmement chaud, et de dire désormais vous pourrez vous baigner que dans les piscines qui sont redevenues payantes par ailleurs, qui ne sont plus gratuites. Et par contre, si jamais vous allez dans le Clin, pour votre protection, on va vous mettre une amende. Je trouve ça assez lunaire, et je crois que Yurigan, justement, tu voulais, ça t'a fait un peu réagir. Ouais, bien sûr. En fait, moi, je suis pareil que toi, hein, je comprends assez mal la logique derrière tout ça. Si ce n'est, si, la logique, on la comprend, c'est une logique répressive qui veut mettre encore sous pression et pressuriser toujours plus les gens. En fait, on est dans une phase où on essaie de nous faire accepter de plus en plus de coercition et de contrôle sur nos vies, sur nos activités, etc. Alors, bien sûr, hein, les activités nautiques, c'est dangereux. En fait, on n'est pas des poissons, on n'est pas des mammifères marins. Et on n'est pas fait pour vivre dans l'eau. Néanmoins, comme tu l'as dit, quand il fait très chaud, on a envie de se rafraîchir. Alors oui, les piscines, c'est une bonne chose, mais effectivement, elles sont pas tout le temps gratuites. Et en plus de ça, souvent les piscines, elles sont soit dans des bâtiments, soit il y a des extérieurs qui sont très peu ombragés, etc. Et le Clin, en fait, se rafraîchir dans le Clin, ça permet aussi de faire une balade le long du Clin qui est quasiment ombragé sur une bonne partie. Ensuite, se mettre un peu à l'eau, ressortir de l'eau, se mettre dans l'herbe, et puis ça permet d'éviter d'être dans son appart surchauffé. On n'est pas les uns sur les autres. Et par exemple, si on a un animal de compagnie, le fait d'aller dans le Clin, ça permet aussi de le rafraîchir lui, quoi. Donc, en fait, c'est aussi ça que ça permet. Et puis, il y a aussi un côté juste de liberté, en fait, de liberté de circulation des personnes, de liberté de l'activité. Quand on va dans le Clin, globalement, on fait de mal à personne, à part peut-être à soi-même. Alors effectivement, si on se met à se noyer, on déclenche les secours, etc. Ça va coûter de l'argent à la collectivité, j'en conviens. Néanmoins, rester chez soi à surchauffer, ça va coûter tout autant si on fait un malaise ou si on meurt.
de surchauffe. Donc, moi, je pense pas que ce soit du tout une bonne façon de dépenser de l'argent public que de payer des agents à aller fliquer ça. On a vu ailleurs qu'à Poitiers, hein, à Poitiers, on a l'illustration, c'est un phénomène qui est dans toute la France. Hein, tout le monde a probablement vu ces images de flics coursant dans les rues, des jeunes qui se sont baignés en région parisienne dans différents canaux ou dans des piscines gonflables improvisées à certains endroits, mettant en danger tout le monde en fait, parce que quand on fait une course-poursuite en voiture derrière des gamins qui courent, en fait, on met en danger plein de gens pour une activité qui, encore une fois, c'est juste des gens qui ont super chaud et qui veulent se rafraîchir, parce que rien n'est fait pour qu'ils puissent se rafraîchir. Et je pense que tout ça, ça doit nous faire interroger sur les communs, en fait. On va parler un peu plus tard, normalement, des logiciels libres, mais pour moi, tout ça, ça remet la question sur les communs. Dans les villes, il n'y a plus de douches communes, d'endroits où c'est possible d'aller se rafraîchir, prendre une douche fraîche, prendre une douche chaude l'hiver, juste se laver, pour les gens qui ont des pannes d'eau chez eux, pour les gens qui n'ont pas de chez eux, pour les gens qui n'ont pas de douche chez eux. Pour plein de raisons, on peut avoir besoin de prendre une douche quelque part. Pour des gens qui sont en transit, pour des gens qui rentrent du boulot, qui ont super chaud. Enfin, il peut y avoir 1000 raisons d'avoir besoin de prendre une douche. Panne de chauffe-eau. C'est plus possible. Ouais, voilà, panne de chauffe-eau, ça arrive plein de fois. On est en fin de mois, on n'a plus d'argent, on s'est fait bloquer l'EDF, j'en sais rien, on peut plus chauffer l'eau. Il y a plein de raisons, quoi. Et aujourd'hui, on a un accident, je sais pas, on va au restaurant, on se fait tomber un truc dessus, on trébuche dans la rue, dans les poubelles. Enfin, il peut y avoir 1000 raisons de devoir prendre une douche en ville. Ça n'existe pas. Ça n'existe plus, plutôt, en fait, parce que ça a eu existé, les bains publics, hein. Les piscines, elles sont souvent payantes. Et un des derniers endroits, comme tu disais, Gabin, hein, qui permettait de se rafraîchir gratos, c'était la rivière. Et même ça, maintenant, c'est interdit, quoi. Donc, c'est quand même... Et souvent, en plus, ce sont des gens qui se prétendent être le camp de la liberté, qui systématiquement mettent en place des politiques ultra sécuritaires, quoi. Bon, désolé, j'ai un peu accaparé la parole. Non, c'est très bien. C'est vrai que ce sera un vaste sujet. Je pense qu'il y aura une réflexion politique à faire sur de manière générale, le fait de faire des amendes, notamment sur des questions même d'incivilité. Là, par exemple, si on prend la question de la baignade, en fait, il se trouve qu'il y a une aspiration des gens à aller se baigner parce que c'est insupportable en gros. En fait, même s'il y a une amende 11, 25, 35, 135 euros, il y aura quand même toujours des gens qui se baigneront. Donc en fait, et on ne va pas minimiser le risque. Hein. Il y a le risque. Il y a un risque, on l'a dit, l'hydrocution, la noyade par l'entraînement du courant, mais aussi le risque sanitaire, la leptospirose, le choléra, enfin tout ce que tu veux, qui peut être lié à des questions bactériennes en gros. Donc on va pas le nier, hein, clairement. Enfin, mais à la limite, les gens vont quand même prendre le risque et en plus ils auront une amende. Donc en fait, on n'aura rien gagné à la fin dans tout ça. Et après, je vais peut-être aller un petit peu apporter des corrections à ce qu'a dit notre camarade Gabin sur la question de la pollution des eaux, notamment. Alors c'est vrai que le BTP pollue beaucoup, mais en réalité, c'est pas forcément directement dans les rivières qu'on va avoir le problème de la pollution de l'eau par le BTP. Sur la question de l'assainissement, même si on respecte la réglementation en termes d'assainissement et que les stations d'épuration sont mises aux normes, tout ce que tu veux et tout, il se trouve que la réglementation n'empêche pas les stations d'épuration de rejeter de la pollution bactérienne, dans le sens où ce qui est demandé, c'est de traiter la pollution organique, mais la pollution bactérienne, elle peut être toujours rejetée en toute légalité, et en toute légalité dans le sens où c'est le milieu récepteur qui est censé quand même un petit peu auto-épurer le truc, même si ça suffit pas. Mais en fait, ce que je veux dire, c'est que là-dessus, le but c'était pas de. Il y aura des adaptations. Il y aura des adaptations réglementaires à faire si on voulait, par exemple, déclarer le clin comme zone de baignade. En fait, il faudrait qu'on pousse, disons, les traitements plus que ce que nécessite ce qu'exige la réglementation actuellement. Voilà. Mais en tout cas, c'est vrai qu'il y aura une réflexion sur cette manie de dire tiens, on va foutre des amendes. C'est aussi une réflexion globale. Je sais pas, je vais citer deux exemples. On parle aussi de foutre des amendes à des patients qui ont foutu un lapin à leur médecin, par exemple, des choses comme ça. Des trucs, c'est les débats qu'on va entendre sur des émissions comme Les Grandes Gueules ou des machins comme ça. Des débats un peu de comptoir là-dessus. Et finalement, une amende par-ci, une amende par-là. Ce sera un vaste sujet de débat.
Et je crois que notre invité a aussi, alors on le présentera après, mais je crois que tu avais une petite réaction aussi à ce sujet. Et ça, c'est typiquement de la bureaucratie, parce que la droite critique toujours la gauche, ils veulent faire ci, ça, c'est beaucoup de bureaucratie. Alors qu'aller faire justifier aux gens qui ne sont pas venus chez le médecin, il faut une justification, etc., pour mettre une amende, parce qu'il y a des justifications valables. Donc ça, imaginez la paperasse qu'il faut pour soit se faire mettre une amende et contester, etc. Donc bon, évidemment... ouais. Pas de souci. Ah, clairement, c'est une dinguerie. Et sinon, sur le problème des noyades, il y a un angle, je ne suis pas sûr que vous l'ayez dit ou pas, qui est quand même la prévention en amont. Je sais pas si, et en fait, il y a un truc, c'est que les écoles sont censées faire des cours de natation à leurs élèves. Et pour ça, il y a toutes les écoles publiques qui ouvrent, mais il y a des petits problèmes, soit il n'y en a pas assez, soit c'est un petit peu trop cher. Je me souviens plus des détails, mais j'avais vu ça à un moment. Et on parle de quelques dizaines de milliers d'euros pour que ça se passe mieux pour les écoles, pour faire de la prévention, que les élèves et les citoyens plus tard, plus âgés, sachent nager. Et ça coûte pas une intervention de pompier, ça coûte moins cher. Donc il faudrait le faire de base. Oui, mais à la limite, quitte à ce qu'il y ait des patrouilles, pourquoi pas, mais que ce soit des patrouilles qui fassent de la prévention. Qui vous disent, attends, la réduction des risques même. Il y a eu 2 personnes qui sont noyées. Les gestes à faire, se mouiller la nuque, se mouiller les bras avant de sauter dans l'eau. Je sais pas, des choses comme ça. Ah, je spoil pas, mais ou de dire telle zone est peut-être plus dangereuse que telle autre, ne pas vous baigner ici, elle est plutôt là, quoi. À la limite, ça, ce sera un vrai boulot à faire. C'est de la réduction des risques, je pense. Ça, voilà. comme dans les teufs, voilà. Il y a des dangers, allez-y, mais faites gaffe. Voilà. Ouais, et pour rebondir sur la partie bureaucratie qui est effectivement assez cocasse, la droite reproche toujours à la gauche, soi-disant que quand la gauche est au pouvoir, ça finit en giga bureaucratie de la mort. Alors qu'en fait, c'est clair que aller foutre des amendes sur tout et tout le temps, on avait fait un dossier sur les amendes dans les transports publics. À Poitiers, les amendes dans les transports publics ne recouvrent pas le coût que ça représente en salariés de contrôleurs. Et donc, ça engendre de la paperasse, des trucs à aller faire. Il faut... renvoyer des courriers aux gens, demander qu'ils payent, patati patata, ça augmente la tension dans le réseau, enfin bref. Et donc ce sont des hypocrites, voilà. Alors, pour préciser qui est on, c'est donc Poitou Presse qui produit cette émission, donc l'équipe que vous entendez ici et d'autres personnes. Et donc c'est dans le journal Le 30, donc le journal papier qui peine un petit peu à se lancer, mais il finira bien par se lancer dans un rythme beaucoup plus soutenu prochainement. Mais en tout cas, journal que vous pouvez... le30.info ou que vous pouvez commander sur le site Hello Asso, ou si vous êtes coiffeur, barman, tous les métiers où on peut distribuer des trucs, où vous avez une salle d'attente, typiquement, n'hésitez pas à nous contacter à contact@le30.info pour nous aider à faire la diffusion de ce magnifique outil avec des enquêtes comme celle qui a été citée sur l'inefficacité des amendes, tant économiques que sur d'autres plans, dans le réseau de bus. Et sans plus tarder, puisque il est 19h21 sur Radio Pulsar 95.9, nous allons donc attaquer le sujet principal. Finalement, la canicule nous a beaucoup plus inspiré que ce qu'on pensait. Et donc, on se retrouve dans quelques secondes pour parler logiciel libre. Déjà, qu'ils ont froid, avec des chapeaux gris et des chaussures à fermeture éclair. C'est ça, une dictature, Dolores. D'accord. Et comment vous appelez un pays qui a comme président un militaire avec les pleins pouvoirs, une police secrète, une seule chaîne de télévision et dont toute l'information est contrôlée par l'État? Quelle distance de ma bouche? Je suis censé tailler une pipe ou... Et pas n'importe laquelle. Ouais. Yes. La France du général de Gaulle. Et vous êtes sur Poitou Pop, donc l'émission qui propose un regard marxiste sur l'actualité, donc vous mangez du bourgeois. Et donc on va peut-être manger du bourgeois, ou peut-être pas. En tout cas, nous allons parler du logiciel libre. Alors, souvent, les sujets de l'émission peuvent être inspirés par notre vécu. Alors, je vais un petit peu introduire le sujet de façon un petit peu nombriliste, voire tout à fait précise. J'ai été confronté il y a quelques jours, disons, en fait, à l'idée que je devais acheter une nouvelle version d'un logiciel. Alors pas du tout un logiciel libre, mais un logiciel que je devais remettre à jour, et donc un logiciel que j'avais acheté 150 €, c'était pour faire du dessin en gros, que j'avais acheté 150 € en 2018, donc j'étais content, je l'ai acheté, je pouvais l'installer sur autant de PC que je voulais, et là maintenant pour avoir les dernières fonctions ou simplement pouvoir continuer de l'utiliser, il faut que j'en achète un aujourd'hui qui coûte 150 € mais par an, et pour un abonnement on va dire qui est complètement en fait finalement on se demande réellement s'il y a des services derrière. Mais au-delà de ça, c'est que pourquoi cette introduction qui n'a pas grand chose à voir avec le logiciel libre, c'est que le logiciel libre a été un petit peu
un truc qui a été, on va dire, qui a eu un peu le vent en poupe, on va dire, dans les années 2000, fin des années 2000, début des années 2010, où, disons, il y avait un petit peu une effervescence de ça, et peut-être j'oserais un petit peu introduire le sujet, peut-être sur une façon qui est, peut-être on ne s'attendait pas forcément, mais il y a un petit peu, on parle souvent du backlash écolo, donc le retour de bâton et anti-écolo, en fait, justement, où il y a eu un petit peu les idées écolo qui ont un petit peu eu le vent en poupe et qui aujourd'hui on revient un peu en arrière, et j'ai l'impression qu'il y a un petit peu la même chose avec le logiciel libre, dans le sens où par exemple des structures publiques qui s'étaient mises au logiciel libre dans les années 2010, même si ce n'était pas la généralité, auraient tendance aujourd'hui à revenir parce qu'il y a eu du lobbying par-ci, des choses par-là de la part de Microsoft, à revenir finalement à s'abonner à des pack office et des machins comme ça, soi-disant souvent au nom de la cybersécurité, ce qui est discutable. Voilà, mais donc, bon, je ne vais pas forcément épiloguer davantage, ça va être des choses qui vont venir dans la discussion, mais en tout cas, nous avons notre invité Locutus. Bonjour. Bonjour, donc, aux auditoristes de Radio Nova. Pulsar. Pulsar. Ah, mais c'est ça, donner des noms de type d'étoiles à des radios aussi. C'est ça, ouais. Et donc toi, tu es militant du logiciel libre, on peut dire ça comme ça. Ouais, depuis longtemps. Depuis longtemps. Ouais. Entre autres casquettes, on ne dira pas forcément tout au curriculum, sauf si tu as envie d'en parler. Et donc voilà, donc tu es quand tu dis que tu es militant, est-ce que tu appartiens à une structure, parce que je sais qu'il y a des associations comme l'April par exemple, des choses comme ça. Tout à fait. Est-ce que tu t'inscris là-dedans ou est-ce que c'est comme ça, disons, un mode de vie individuel, quoi, le logiciel libre a la particularité d'être assez mondialisé, puisque c'est par définition un petit peu tout le monde dans le monde qui y participe, qui peut coder, faire des logos ou n'importe quoi, des traductions. Donc il n'y a pas forcément besoin de faire partie d'une... je vais y arriver. D'une association, oui. Pas besoin forcément de faire partie d'une association. Après, évidemment, ça aide. Le type de structure qui regroupe le plus de gens, ça s'appelle des groupes utilisateurs Linux, donc des LUG ou des GUL en anglais. GUL, c'est en français. Oui. On va se gourer dans les anglicismes, vous allez voir. Ensuite, au niveau des grosses associations, je vais faire en descendant. Donc ça, c'était très très local. En remontant. Les GUL, donc il y en avait un à Poitiers, j'ai entendu des rumeurs, parce que je suis revenu sur Poitiers il y a une dizaine d'années, et il paraît qu'il y avait eu un groupe d'utilisateurs Linux il y a un bon moment, et toutes les personnes que je croise qui ont fait partie de loin me disent « Ah oui, il faudrait recréer ça, etc. » C'est une bonne idée, et il faudrait, voilà, je lance l'appel, si jamais les gens sont motivés pour recréer ça. Il y a d'autres structures qui se sont créées depuis ça, il y a le Hackerspace sur le campus aussi. Donc ça c'est les structures qu'il y a à Poitiers un petit peu. Ensuite en remontant au niveau de la France, il y a la Quadrature du Net qui défend les sujets de liberté logicielle. Au niveau des lois, ils font pas mal de lobbying pour plus de liberté, de vraie liberté, pas la liberté capitaliste. Et sinon, tu as cité l'April aussi. Donc là, c'est vraiment logiciel libre et eux, ils font beaucoup de choses dans les faits. Ils montent des serveurs, ils ouvrent des services. Donc Framasoft, etc., ils sont liés. Donc je fais pas partie de ça, enfin à part être adhérent, c'est pas très actif. Voilà. Moi, j'ai fait partie d'autres organisations qui font du logiciel libre. Plutôt au niveau mondial. J'ai fait des choses dans Debian, par exemple. Je ne sais pas si ça parle à beaucoup de gens, mais on peut expliciter. Donc, tu as été développeur un petit peu, c'est ça? Ouais, tout à fait. Oui, en tout cas, pour juste clore cet aspect-là, c'est que tu milites peut-être au quotidien ou peut-être dans les autres organisations auxquelles tu peux appartenir pour l'usage du logiciel libre, mais tu n'es pas forcément, on va dire, représentant, en tout cas aujourd'hui, d'une organisation du logiciel libre. Mais par contre, oui, si tu veux revenir sur Debian, qui a on va dire une base d'opérateur système, c'est ça? D'abord, je vais te corriger un tout petit peu. Corrige-moi. Parce que tu as dit que le logiciel libre... Toutes les définitions préalables qui sont nécessaires, comme ça, la compréhension du débat. Alors, on va écarter un malentendu qui est extrêmement courant, que ce soit sur les médias ou etc. Tout le monde va vous dire aujourd'hui qu'ils font du libre. Ils vont pas dire libre, ils vont dire open source. Donc l'open source, c'est une caractéristique. Quand vous avez un logiciel et il est open source, vous avez le programme qui tourne dans votre ordinateur. Ça veut dire que vous pouvez avoir accès, vous avez le droit d'avoir accès aux documents de travail, aux choses que les codeurs ont écrites. Ce qui est la première liberté pour qualifier un logiciel de libre. Et il y en a 3. Et souvent, les capitalistes, etc., ceux qui font de la sécurité, vont vous dire « Non, mais il n'y a pas de souci de sécurité puisque c'est open source, donc vous pouvez lire, etc. » Ça ne suffit pas pour qualifier un logiciel de libre. Pour qu'un logiciel soit libre et donc donne des libertés à ses utilisateurs, c'est ça que ça veut dire.
il faut non seulement que vous puissiez avoir accès aux documents de travail, mais que vous ayez également le droit de modifier vous-même ces documents de travail si vous le pouvez, si vous êtes développeur par exemple. Et ensuite, il y a une troisième liberté, il faut que vous puissiez être capable de redistribuer votre modification que vous avez fait, parce que vous trouvez que c'est mieux, vous avez modifié le logiciel, il faut pouvoir le redistribuer à tous les utilisateurs potentiels. Donc c'est-à-dire qu'en fait, quand il est redistribué, c'est que par exemple, si tu prends un logiciel libre, Ubuntu par exemple, non, c'est peut-être pas. Je vais tiquer, ou LibreOffice, peut-être, c'est mieux. Voilà, bon, LibreOffice, c'est mieux. On prend LibreOffice. Si toi, en tant que développeur bénévole de ta propre initiative, tu fais une amélioration à LibreOffice, LibreOffice peut intégrer ce que tu as fait et ensuite la redistribuer à tous les gens qui vont télécharger la prochaine version de LibreOffice. En gros, c'est ça. Tout à fait. C'est la base du travail collaboratif du logiciel à la naissance d'Internet. C'est né un petit peu la philosophie du libre avec Internet. Au début, ça a développé les choses de bas niveau, donc ce qu'on appelle le noyau Linux, qui commence à être un petit peu vieux. Mais ça se transparaît aussi dans les choses qu'on prend pour acquises maintenant, mais qui sont l'email. Le protocole des emails est un protocole libre. Tout le monde peut décider d'envoyer un email. Il n'y a rien qui vous fait payer. Il n'y a pas de droit d'auteur, quoi. Voilà, il n'y a pas de droit d'auteur. C'est comme une brique en terre cuite, quoi, en gros. Voilà, en fait... Non, mais moi j'aime bien prendre la métaphore. Qui peut faire cuire une brique en terre cuite sans payer des droits d'auteur à quelqu'un, tu vois. Tout à fait. Moi j'aime bien prendre pas faire certains moteurs, certaines pièces d'avion, t'as des brevets des fois sur certains trucs. Voilà, et si on peut enchaîner là-dessus, moi j'aime bien la métaphore d'une maison. Donc la maison, votre maison, là où vous habitez, il peut y avoir beaucoup de maisons qui se ressemblent un petit peu dans une rue, et c'est un architecte qui l'a fait. Vous, quand vous habitez chez vous, vous aimeriez bien, vous vous dites, tiens, si j'ai envie de modifier ça chez moi, il faut que je puisse le faire. Bon, pour ça, il faut déjà avoir accès au plan de la maison, au plan de l'architecte, qui va vous décrire comment elle est faite, votre maison, et pour que ensuite, la deuxième liberté, si vous avez le droit de modifier votre plan de la maison, là, vous commencez à gagner un petit peu en liberté. Et ensuite, si vous avez fait un super truc pour votre maison, qui marche avec pas beaucoup de matériaux, et qui est super bien isolé, mettons, je sais pas, une véranda juste devant, qui est faisable par n'importe qui, et bien la troisième liberté vous permettrait de redistribuer ce que vous avez fait sur le plan de votre maison à toutes les maisons de votre quartier. Charge à ceux qui veulent une belle véranda facile à monter de le faire sur leur maison. Mais si vous n'avez pas ces deux libertés-là, si vous n'avez même pas accès au plan de votre maison, vous ne pouvez rien faire. Et on va dire que là où intervient la liberté, c'est quand même que la personne qui a fait votre maison, on estime qu'elle l'a fait pour vous. Dans le logiciel, il y a d'autres choses qui rentrent en jeu, à savoir peut-être que l'architecte, il bosse pour Microsoft, pour prendre un exemple au pif, et dans votre entrée, il a mis un distributeur de Mars, qui est intégré au mur. Donc, si vous n'avez pas le contrôle sur vos plans d'architecte, vous rentrez chez vous, vous avez envie de bouffer un Mars. Et vous n'avez pas le droit de l'enlever, vous n'avez pas le droit de le bouger, et vous n'avez aucun moyen de changer votre maison. C'est un peu bête, mais peut-être les gens comprennent qu'il y a plein de techniques comme ça pour vous inciter à consommer. Et évidemment, il faut payer votre maison. Et votre maison, vous payez, c'est comme si vous payiez les plans d'architecte en continu, tous les ans, comme tu disais, 150 € par an, juste parce que l'architecte a fait les plans de votre maison. Une fois qu'elle est construite, la maison, normalement, on ne paye plus l'architecte. Oui, c'est ça, le travail a été payé, quoi. Voilà, c'est une économie de rente. Et le logiciel, les modèles économiques qui tournent autour du logiciel libre font passer un travail qui repose sur une rente à un travail qui repose sur une tâche. Par exemple, si moi je bosse pour une entreprise qui veut améliorer quelque chose dans Debian, dans un système d'exploitation qui ne marche pas bien, ou ils veulent une fonctionnalité en plus, ils vont me payer. Je fais ça en freelance ou pas. En salarié, si tu es dans une boîte qui fait ça. Ouais, voilà. Et donc je suis payé pour mon travail, mais je n'ai plus de droit d'auteur après. Je rends mon travail à la communauté. Oui, parce qu'il n'y a pas besoin de refaire ce travail une deuxième fois, donc de le payer une deuxième fois. Voilà. En informatique, on invente la roue 8 fois par jour. Ça marche. Avant de laisser la parole à mes camarades là, qui sont à distance via un logiciel libre, je voulais aussi encore sur les définitions, et après on va peut-être attaquer plus le vif du sujet politique. Souvent aussi on confond logiciel libre et logiciel gratuit. Logiciel gratuit notamment avec la confusion sémantique entre le mot free en anglais qui peut aussi avoir ce sens de gratuit. Donc le logiciel libre n'est pas forcément gratuit. Parce qu'en anglais c'est free software. Ou le logiciel gratuit n'est pas forcément un logiciel libre du coup. Tout à fait. Oui, bien sûr. Il y a beaucoup de logiciels qui sont gratuits et qui ne sont pas là pour votre bien. Ouais. Clairement. Toutes les applications sur téléphone
Il y en a très peu que vous installez qui sont libres. Il y en a, par contre, il y en a beaucoup qui sont gratuites. Ça veut dire qu'elles ont un intérêt quelque part ailleurs. Yorigan, du coup, Ouais, alors il faut quand même faire son autocritique, hein, mon camarade. Ce soir, on n'est pas passé par le Jitsi, on est passé par Discord. Donc on n'est pas du tout sur un logiciel libre, quand bien même l'option existe. Voilà. Non, et puis par rapport à racheter le plan de l'architecte, mais il y a aussi en fait l'analogie avec tout simplement la location, quoi. C'est-à-dire que déjà il y a des gens pour qui ne serait-ce qu'être propriétaire de leur maison, c'est juste pas possible ni envisageable. Et maintenant il y a tout un tas de logiciels en fait avec les nouveaux systèmes d'abonnement où quelque part c'est ça, quoi. Ça devient même impossible d'accéder à la propriété de son logiciel, quand bien même on pourrait pas le modifier. Mais déjà, ne serait-ce qu'en être propriétaire et arrêter de devoir lâcher de la thune tous les mois, quoi, ou tous les ans. Ouais, je suis d'accord. Je prends l'exemple de quelqu'un qui achète une maison parce que c'est une métaphore pour ton téléphone. Tu as l'impression de l'avoir dans la main, c'est à toi ton téléphone. Alors qu'en fait, non. Ouais. C'est qu'une maison, il y a des gens pour qui ça sera inaccessible toute leur vie. C'est vrai. Oui, bon, faut bien trouver une métaphore, ça c'est limite, je suis d'accord. Cela dit, la comparaison avec la maison, elle est très pertinente sur un point. C'est que, par exemple, si tu construis une maison, c'est que tu vas acheter des matériaux ou éventuellement tu vas payer un artisan ou des artisans pour construire ta maison. Là, du coup, tu vas payer, par exemple, tu vas payer des dizaines de milliers ou des centaines de milliers d'euros pour acheter des parpaings ou des briques ou ce que tu veux, payer un artisan qui va les poser, payer un électricien, payer un plombier, etc. Là, finalement, tu payes du travail et tu le payes qu'une fois. Et là, je dirais qu'en soi, c'est pas quelque chose qui est forcément malsain, même dans une société où on aurait aboli, on va dire, dans une société où on aurait aboli la rente ou une société où on aurait aboli, disons, le profit. En soi, payer des gens ou des matériaux pour faire une maison, c'est pas forcément quelque chose. Bon, ça peut se discuter, enfin, on peut en débattre, mais c'est pas en soi quelque chose qui va être fondamentalement capitaliste. Par contre, une fois que tu as construit la maison, tu as vécu dedans 5 ans, 10 ans, etc., et tu la revends. Déjà, tu vas la revendre des fois plus cher que ce que tu as payé en construction, donc tu vas te faire une plus-value. Ou même si tu la vends moins cher, d'une certaine manière, finalement, tu vas repercevoir de l'argent, alors que là, le fait de revendre une maison, même si c'est 2 fois moins cher que ce que ça t'a coûté à la construire, là, pour le coup, tu vends un truc qui n'est même pas du travail et qui devient, même si c'est pas une rente dans le sens où c'est pas, ce sera pas régulier et récurrent, tu fais quand même une plus-value. Ça, et de ce point de vue-là, le logiciel libre, c'est un petit peu ça. C'est finalement, si on revient à la comparaison avec la maison, tu payes une fois le travail de concevoir le logiciel ou voilà. Mais tu ne devrais pas payer une deuxième fois justement le fait de refiler le code ou de refiler le logiciel ou une copie du logiciel finalement d'une certaine manière. Et comme une maison, finalement, une fois qu'elle est construite, il n'y aurait pas de raison de la racheter, quoi, en fait, en réalité. Quoi. Tout à fait. Vous êtes super fort pour trouver les limites des métaphores, parce que le logiciel a cette particularité d'être quasiment gratuit en coût de copie. C'est-à-dire qu'une fois que tu as fait une maison, tu as fait un quartier, quoi. Enfin, tu peux dupliquer la maison un petit peu, ça coûte un tout petit peu d'électricité, mais pas grand-chose. Un peu de métora. Gabin, oui. Vas-y. Ouais, justement, en fait, la question aussi derrière tout ça, c'est aussi justement l'indépendance qu'ont les personnes sur certains réseaux. Alors, souvent, les États, ils mettent en place des choses, ils disent, voilà, nous, on veut de l'indépendance numérique, etc. La souveraineté. Ouais, voilà, c'est ça. Et je me rappelle de 2 choses. Un truc qui s'appelait l'indépendance cloud ou quelque chose comme ça aux États-Unis qu'ils avaient créé, où ils voulaient qu'en fait, n'importe quelle organisation qui a un logiciel, on puisse aller piocher dedans pour avoir des données personnelles pour la sécurité de l'État, etc. Donc en fait, on se rend compte aussi que quand on est sur des logiciels qui sont pas forcément en libre accès, en fait, on est contrôlé aussi. Rien de ce qu'on fait n'est libre dans les sujets qu'on traite ou dans la manière de le traiter. Mais il y a aussi la grosse panne de Windows qui avait eu lieu il y a de ça 2 ans, en 2024, je crois, qui avait bloqué les aéroports de Roissy-Charles de Gaulle, TF1, Canal+, même les Jeux Olympiques avaient été impactés. Et donc, par rapport à ça, il y avait eu justement un débat en France sur est-ce qu'on doit tous finalement sortir des grandes firmes américaines telles que Google, Windows, Apple, au niveau des applications. Et lors des municipales, moi, j'avais fait des interviews des différents candidats. Alors, je ne sais pas ce qu'Anthony Brottier avait répondu, vu que c'est lui le maire actuel. Rien. Mais j'avais posé la question à Léonore Monconduit sur, est-ce qu'à Poitiers, par exemple, on pourrait envisager de tous passer sous autre chose que Windows ou Google.
Et elle avait répondu que c'était compliqué de passer en logiciel open source, vu que voilà, on est tous habitués à utiliser Google Drive, à utiliser Excel, etc. Et donc justement, c'est quoi les solutions qu'on peut avoir pour avoir une autonomie finalement d'accès libre aux applications qui sont essentielles pour des questions administratives, etc. Alors, Un peu de courage. j'ai fait, quand j'ai précisé dans la maison, le coût de copie d'une maison. Une fois que tu as fait une maison, ça coûte un tout petit peu d'électricité, quelques matériaux, un plan de maison, quoi. Un plan de maison. Ouais, mais si la maison c'est le logiciel, oui. Voilà, tu peux dupliquer ta maison. Ce qu'on oublie souvent avec le logiciel, c'est pour ça que je dis ce genre de petites choses, c'est que ça reste une économie physique. On a l'impression que c'est dématérialisé, c'est rapide, c'est abstrait, c'est quelque part. On oublie même la notion de ce que c'est qu'un fichier. Et donc on oublie qu'on est dépendant de quelqu'un, on fait confiance à quelqu'un quand on utilise un logiciel. Quand on utilise Windows dans une mairie, on fait confiance à Windows. Parce qu'il n'y a que Windows qui contrôle le code source et donc le logiciel final. Pour se débarrasser de ça, il faut qu'on passe à une confiance qui est répartie. Le logiciel libre permet ça, à savoir, si on prend Debian, qui est un exemple qu'on peut filer, c'est une distribution qui est distribuée dans le monde entier, sur laquelle tournent très probablement les serveurs de Radio Nova sans que vous le sachiez. Il y a beaucoup de bouts qui ont été développés dans Debian dans vos téléphones, que ce soit du Apple, du Android, du Xiaomi, de ce que vous voulez. Il y a le noyau Linux, il y a des bouts de logiciels qui ont été développés partout dans le monde, et c'est pour ça que ça les rend performants, et c'est pour ça qu'on peut leur faire confiance. C'est parce que tous les experts en sécurité de la planète ont pu jeter un œil dessus par rapport à un modèle où, si on faisait confiance qu'à Windows pour les mises à jour de sécurité, en fait, ils n'ont pas assez d'yeux. Aujourd'hui, il y a beaucoup trop de failles à trouver. Et donc, on tombe avec des choses qui, d'un coup, tous les aéroports fail, etc. Je ne dis pas que ça ne pourrait pas se reproduire avec du libre, parce que là, on parle plus d'une question de biodiversité, quelque part, du logiciel. Si on met partout le même logiciel pour tout le monde, s'il y a une faille dans ce logiciel, tout le monde tombe. Donc ça, c'est à peu près une autre question. Par contre, pour une mairie, etc., il y a des choses à faire. Il y a une gamme de logiciels, alors ça m'échappe, mais il y a des gens qui travaillent, il y a des mairies qui sont passées sous le libre, et tous les logiciels de mairie sont reproduits, alors quasiment tous, en tout cas pour des petites mairies, ça se fait très bien, ils sont tous déjà accessibles en logiciel libre. C'est une question de volonté et un petit peu de formation. Léonore Monconduit a raison de dire que c'est compliqué, dans le sens où c'est pas simple, il y a une inertie quand même relativement grande sur une ville de Poitiers, mais sans vouloir tirer à boulet rouge, je pense que les écologistes et Léonore Monconduit n'auraient aucune envie, aucune ambition de passer sous le logiciel libre. Dans leur programme municipal dernier, il y avait marqué qu'on préférerait utiliser des logiciels libres de droit. Libre de droit, ça n'est pas des logiciels libres. Libre de droit, je ne sais même pas ce que ça veut dire. Alors que, pour prendre l'opposition de gauche, qui était Poitiers en commun, enfin qui est Poitiers en commun, ils sont élus, là, il y avait la déclaration du logiciel libre de l'April dedans, il y avait un paragraphe pour décrire ce qu'est un logiciel libre, avec une volonté affichée de passer un par un les services de la mairie sur du logiciel libre. Voilà. Sachant que sans parler au service d'une mairie, c'est compliqué d'envisager combien ça coûte, combien de temps ça prend et comment. Vous êtes sur Radio Pulsar 95.9 dans l'émission Poitou Pop. Nous parlons de logiciel libre avec Locutus, militant du logiciel libre à Poitiers. Et Yurikan, tu voulais réagir sur ce qui a été dit précédemment? Ouais, complètement. Sur les difficultés en fait de passer au libre. Alors moi, dans ma carrière, j'ai eu de la chance pendant ma thèse de travailler chez EDF R&D. Et là-bas, il y a une grosse culture Python Debian, puisqu'en fait, ils ont même une sorte de version maison de Debian pour leurs activités, quoi. Donc, ils ont une espèce de sous-Debian EDF quand on se connecte. Et donc, il y a vraiment une culture LaTeX pour rédiger les documents. Tous les templates sont rédigés en LaTeX.
Ça vient d'une vieille culture, tu vois, un peu étatiste, de se dire on va planifier des choses et pour qu'on puisse s'en fier à nous-mêmes dans 40 ans, on va commencer avec ce type de système. Python qui continue d'évoluer, qui a un langage libre lui-même, c'est très bien. Debian évidemment, et s'ils ont fait une distribution personnalisée pour EDF, c'est ce qui se fait souvent pour qu'il y ait plein de choses qui soient configurées de base. Il pourrait y avoir Debian pour les radios. Que tu installes pour Radio Pulsar. Donc c'est très bien ça comme démarche et il en faudrait plus. Voilà, et en fait, dans cette même perspective, en fait, ils sont donc nous, il y a des gens qui utilisent par exemple des logiciels métiers, quoi. Donc ils avaient développé des codes métiers. Alors, je pense pas que ce soit libre le code. À mon avis, il est open source. Codaster, à mon avis, c'est pas libre, mais néanmoins. Il y a une culture un peu ouverte quoi, qui était de ce côté-là pour faire des concurrences à des logiciels payants, style Abacus, l'autre truc là d'Asso System, j'ai oublié le nom, Katia V5, quoi, voilà. Donc des logiciels métiers. Modélisation 3D. Voilà, modélisation 3D, simulation numérique, donc des logiciels qui coûtent super cher, comme dit Edoui, avec des systèmes de plus en plus maintenant par abonnement. Alors qu'en fait tout ça repose sur des méthodes qui sont super vieilles en fait. La CAO c'est juste du dessin, donc c'est de la géométrie dans l'espace. Enfin, personne n'est propriétaire de la géométrie dans l'espace, quoi. C'est des notions mathématiques et de géométrie. Enfin voilà. Alors figure-toi qu'il y a eu des combats là-dessus. Il y a eu des combats aux États-Unis sur est-ce qu'on a le droit de mettre un brevet sur une couleur. Est-ce qu'on a le droit de mettre un brevet sur le concept de la roue. Donc en fait, tout ça, ça s'est discuté et c'est des batailles qui sont en continu depuis des dizaines d'années sur est-ce qu'on a le droit de breveter tel ou tel type d'algorithme, puisque quand on parle d'informatique, on parle d'algorithme. On ne parle pas forcément d'IA, tout ce qui est l'informatique, c'est des algorithmes, en gros. Et donc ces batailles-là, il a fallu les mener, quoi. Ouais, et du coup, moi, j'ai changé de structure après ça, quoi, et je suis arrivé, que ce soit dans le public ou maintenant dans la boîte où je suis, qui est de nouveau, qui est une boîte privée. En fait, on s'aperçoit que, par facilité, comme dans les écoles d'ingénieurs en général, les logiciels payants distribuent gratuitement ou quasi gratuitement leurs solutions. C'est comme un dealer, la première dose est gratuite. Ouais, exactement. Donc les gens apprennent avec ça et après ils partent dans les boîtes et ils forcent leurs entreprises à acheter un truc où la plupart du temps, en fait, on n'a pas besoin des fonctionnalités payantes. Alors, il y a effectivement des cas très spécifiques où parfois, en fait, il y a des bases de données et ces bases de données-là, c'est ça, en fait, qui est la valeur de certains des logiciels. Mais alors, il y a plein de cas d'application. De plus en plus, ça, dans le futur, ça va se voir de plus en plus. Où c'est peut-être les logiciels qui seront un petit peu plus accessibles, un petit peu plus libres. Par contre, les jeux de données, eux, ils seront propriétaires. Voilà. Et voilà, là où il y a de la donnée, ça peut se comprendre que, moi je suis pas d'accord avec, mais on peut imaginer que, parce que on va dire il y a un espèce de service, mais c'est du foutage de gueule. Après, pour prendre un exemple concret, tu veux un service de reconnaissance de voix qui fait du text to speech, du speech to text. Donc quelqu'un parle, ça écrit ce que la personne dit. Il y a plein de boîtes qui ont plein de jeux privés de données. Il y a aussi Mozilla, la fondation Mozilla, dont on n'a pas parlé, mais qui fait Firefox, Thunderbird, entre autres logiciels libres très très grand public. Moi j'ai testé ma voix, outil de speech to talk. Alors Thunderbird, non seulement ils font des outils de TTS et de speech to text, et en plus ils te donnent le corpus, c'est-à-dire que les personnes qu'ils ont fait parler pour générer tout ça, c'est gratuit, c'est accessible, c'est libre. Donc quelqu'un qui veut faire un autre moteur avec ce même jeu de données, il est là. Et c'est participatif, collaboratif. J'ai enregistré quelques heures de texte. Ok. Mais alors, et donc pour finir, ce que je voulais dire, c'était que moi j'essaye dans la boîte où je suis de leur dire on pourrait faire des choses avec des codes gratuits, etc. Mais en fait c'est super compliqué, quoi. On parle à des murs, quoi, des gens qui disent en fait, tant qu'on aura, il faut des gens qui fassent la démonstration en interne, c'est faisable, on arrive à s'en servir, c'est peut-être un peu différent, un peu compliqué, mais on va économiser énormément d'argent et bref, et même moi il y a un de ces codes-là, par exemple, il tourne que sous Linux. Je suis allé voir le service informatique et ils m'ont dit non, on peut pas installer Linux, il y a des failles de sécurité. Oui, mais je pense là il y a eu un lobbying là-dessus parce que après on se demande, tu vois, parce que finalement dans les années 90-2000
tout le monde s'équipait de logiciels, donc là les boîtes avaient forcément des croissances énormes là-dessus, et que maintenant que tout le monde est équipé, du coup ils ont cherché des moyens en trouvant l'argument de la sécurité, en trouvant ce principe d'abonnement. Ça c'est vraiment la contresens absolue. Ouais. Oui, parce que, oui, tu veux dire parce que justement comme c'est libre, du coup ça devrait être plus sûr en théorie. Alors c'est pas en théorie, c'est étudié par les experts de la sécurité qui font du pen test, comme on dit, du test de pénétration en entreprise, de ce genre de choses. Plus les entreprises utilisent des back-ends, des front-ends, des sites web qui sont pas libres, qui sont proprios, qui ont accès à rien, plus c'est des gruyères. D'accord. Les banques en premier lieu. Oui. Non mais ça a l'air bête, mais j'ai un pote qui faisait du pen test, il m'a dit, les banques, c'est les plus gros gruyères là-dessus. Donc ça m'étonne pas qu'aujourd'hui ils en viennent à il faut installer votre application sur votre téléphone. C'est pas pour sécuriser vous, c'est pour sécuriser eux. Et peut-être sur votre téléphone. Il faut un code de texto pour pouvoir être sûr que c'est quand même bien vous. C'est pas que parce que vous pouvez faire des erreurs ou faire voler votre téléphone. Alors, et moi j'ai une petite question parce que tout ça paraît bien le logiciel libre, mais est-ce que là, je vais faire une petite question un petit peu piquante là. Est-ce qu'il n'y a pas quand même une face sombre du logiciel libre dans le sens où par exemple, au début tu avais évoqué l'idée que tu pouvais par exemple améliorer un logiciel libre en freelance, etc. Et par rapport là, on va parler de droit du travail et tout ça. Je l'ai fait, je pourrais t'en parler. Voilà. non, parce que par exemple, on va citer Frio, qui est un peu le fantôme de notre émission, mais qui avait sorti que, à mon chemin, notamment des réflexions par rapport au revenu de base, où finalement tu vas payer les gens en mettant un revenu de base, et qu'au final ils vont s'adonner à des activités bénévoles, dont le fait d'améliorer des logiciels libres, qui à la fin, selon Frio, va être récupérés par Xavier Niel pour faire des logiciels payants. Et tu citais l'exemple de Google justement, qui en fait a un noyau Debian, si je dis pas de bêtises. Non, mais enfin, en tout cas, ils ont pris des noyaux de logiciels libres, mais ils en ont fait ensuite des applications propriétaires. C'est ce qu'on appelle le kernel Linux. Voilà. Vraiment, c'est le truc qui est partout. Mais est-ce que c'est pas du coup une dans ton micro? Est-ce que c'est pas une dérive du coup du logiciel libre où finalement on a récupéré le marché et le capitalisme ont récupéré des trucs on va faire un petit peu d'histoire si tu veux bien, parce qu'au début, je voulais te corriger, parce que tu as dit que il y a eu un espèce de boom, un essor du logiciel libre dans les années 80, 90 ou même 2000, je sais plus ce que tu as dit. En fait, le logiciel libre et la philosophie des RSA a toujours existé. C'est pas parce que dans ton téléphone, il n'y a rien qui est libre qu'il n'y a pas de logiciel libre. Là, si je n'ai pas les statistiques officielles, mais si je devais estimer combien de logiciels libres il y a dans ton téléphone, ton Android que tu viens d'acheter chez Google, j'aurais dit 95%. 95% de logiciels libres. Donc en fait, les entreprises ont bien compris que si elles s'entraidaient pour faire du logiciel libre, pour que tous les téléphones y fonctionnent mieux, ça a un intérêt économique pour elles. Par contre, les 5 derniers %, ils vont te mettre les menottes, ils vont mettre du code bien crado au-dessus pour verrouiller tout. D'ailleurs, Google est en train d'introduire des vérifications en plus qui vont vous empêcher vraiment d'installer des applications qu'ils n'auront pas vérifiées eux-mêmes, à forcer les développeurs indépendants comme moi sur des trucs. Et on va être obligé de donner notre carte d'identité, notre nom, notre adresse, nos clés cryptographiques pour pouvoir mettre une application dans le Google Play Store. Il ne faudrait pas que ça passe à l'Union européenne. Pardon, je dérive. Mais il y a un truc où vraiment ça va se verrouiller sévère. C'est dans quelques mois sur Google, sur Android. Pour en revenir à ta question du capitalisme qui récupère ça, complètement. Et les plus gros développeurs de logiciels libres en tout genre, ce sont les grosses entreprises. Historiquement, Apple s'est servi du logiciel libre en disant « Ah ouais, ça c'est bien ». Eh ben on va s'y mettre à fond. Et au début, Apple a fait ça sur les logiciels d'édition d'images et d'édition vidéo. C'est pour ça qu'Apple avait avant de l'avance sur ces domaines-là. Et maintenant, pas un monopole, mais quand on utilise Photoshop et qu'on peut rien utiliser d'autre, c'est du Apple. Donc en fait, on se tape une culture sur laquelle on a pris du retard depuis très longtemps dans le libre. Et donc moi, je connais très peu de gens qui seraient prêts à dire « Ok, je lâche Photoshop et je vais apprendre à m'en servir aussi bien dans mon travail professionnel que GIMP. GIMP étant l'équivalent libre de Photoshop. » Et la personne aura raison, parce qu'en fait, ça coûte très cher de développer des fonctionnalités qui sont très efficaces et très précises. Donc tous les graphistes vous diront « Bah oui, moi je peux pas travailler avec autre chose qu'avec Photoshop. » Et là-dessus, ils ont les mains liées, parce que s'ils passaient sous quelque chose, il y a un retard de développement qui serait absorbable si tout le monde l'utilisait un peu plus. S'il y avait, comme tu dis, des gens qui avaient du temps libre pour faire cette petite fonctionnalité-là qui va faire un flou artistique joli, malheureusement, il y en a assez peu. On pourrait penser à des choses qui sont
planificatrices, étatistes, etc., en mode communiste, de se dire peut-être qu'il faudrait un service public du logiciel qui s'occupe pas. Non, mais voilà, pour pas se fier juste aux gens qui ont un peu le temps, mais structurer la chose. Avec des gens qui ont des conventions collectives sur le travail de développeur. Parce que voilà, avoir des fonctionnaires. Comme le logiciel libre, c'est un petit peu, vas-y, tu fais un truc pour rien et pour 3 sous, et puis à la fin, tu te le fais piquer. Oui, parce que. Alors, tu te fais piquer le fait d'avoir bossé, il y a des gens qui font du profit quand même sur ça. Tu vois. Tout à fait. Mais quand il faut corriger un truc sur ton logiciel, normalement, c'est quand même toi qui connais mieux ton logiciel, et donc c'est à toi qu'on fait appel pour le réparer ou l'améliorer. Mais même si tu as en partie raison, surtout avec des choses comme de l'IA, etc., qui commencent à pouvoir taper un petit peu dans le code et modifier des trucs de façon autonome, bon, on peut se poser la question aussi. Des réactions à distance peut-être, je voyais ça s'agitait sur le logiciel pas libre qui est Discord du coup. Kevin. Non mais oui, mais je les entends pas, c'est pas libre. Attends, qu'est-ce qu'il dit? Non, mais moi c'était surtout justement la question du blocage en fait des logiciels libres, comme finalement tu l'as bien expliqué. Je me rappelle qu'à l'époque Android, on pouvait modifier la manière dont son téléphone fonctionnait. En ayant quelques skills d'informatique, on pouvait modifier, y aller directement, aller comme si c'était ton téléphone, tu devenais un peu administrateur de ton téléphone, etc. Je comprenais rien quand je le faisais. Du coup, j'ai évité de modifier. On peut toujours, je te rassure, on peut toujours, mais ça se resserre quand même. Voilà, c'est quand tu voulais avoir accès à des fonctionnalités un petit peu mieux ou contrôler vraiment ton truc. Ouais, ça se. Par contre, iPhone, aujourd'hui, c'est impossible. Quand tu as un iPhone et que tu veux mettre quelque chose qui n'est pas validé par iPhone, c'est impossible d'entrer quelque chose dessus. Et justement, ça met en lumière le fait aussi de la censure. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on peut avoir quelque chose qui peut changer la manière de concevoir l'informatique. J'ai pas trop d'imagination par rapport à ça. Mais des grandes entreprises comme iPhone, qui justement cadenassent la manière dont ils utilisent le téléphone, Microsoft par rapport aux ordinateurs, peuvent bloquer la manière justement de concevoir certaines applications ou autres. Et donc comment est-ce qu'en fait tu fais toi pour jouer avec ça, pour éviter de se retrouver tout le temps dans la répression des grandes entreprises, des grandes firmes, des GAFAM, etc. Alors, tu as raison de dire que Apple et ses iPhones ont toujours été les modèles les plus fermés. C'est par design, c'est depuis toujours. Quand tu achètes un iPhone, ça fonctionnera mieux avec d'autres produits iPhone, bizarrement. Et c'est très 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 difficile de casser un petit peu certains trucs pour pouvoir installer ce que tu veux dedans. Donc je ne m'étendrai pas sur Apple. Et ça devrait faire bondir jusqu'aux plus capitalistes d'entre nous, parce que en fait, c'est une situation de monopole. C'est ce qu'on appelle une vente liée. C'est-à-dire que quand tu achètes un iPhone, tu as plein de choses qui viennent avec et tu n'as pas la liberté de choisir un autre produit capitaliste. Et ça, normalement, c'est réprimé dans le capitalisme libre et non faussé, la concurrence et tout, quoi. Donc même les capitalistes, ça les fait grincer un peu des dents. Et d'ailleurs, il y a eu quelques petites décisions au niveau européen qui ont jugé que c'était de la vente liée, qu'il faudrait que Apple ouvre un petit peu son App Store. Parce que Apple n'a jamais joué le jeu depuis le début. Et donc, ils ont été un peu sanctionnés là-dessus. C'est une piqûre de moustique, mais le principe reste que c'est même pas la concurrence normale. Sur Android, qui s'est développé sur les téléphones par Google avec plein de manufactureurs, ce que tu peux faire aujourd'hui, ce qui est le plus facile pour échapper un petit peu à ça, on va prendre les choses dans l'ordre. La chose la plus simple, c'est d'installer un App Store alternatif. Un App Store qui te donne que des logiciels libres, qui s'appelle F-Droid, tout à fait. Voilà. Et donc tu sais que quand tu cherches une application dans F-Droid, f-droid.org, je fais la pub, il te proposera des choses qui sont libres. Et s'il y a ce qu'on appelle des anti-fonctionnalités, des anti-features, par exemple, si une application est là pour te traquer, même si elle n'est pas lancée, en background comme ça, et regarder ta position GPS, il te l'annonce avant que tu l'installes. Donc ça, c'est la base. Ça, tout le monde peut le faire. Peut-être que tout le monde ne pourra plus trop le faire une fois que Google aura bien verrouillé Android dans quelques mois. C'est pour ça que ça va vraiment être un changement de paradigme important. Ouais. Et donc, pour aller plus loin, ce qui se faisait pendant très longtemps, c'est qu'il y a des gens qui prenaient les 95% de libre dans Android et se disaient on va refaire les 5% qui restent. Donc il y avait des distributions comme ça qui se sont développées pour les téléphones
pas tous les modèles. Et ça fonctionne avec plus ou moins de succès. On se souvient de CyanogenMod, de LineageOS, qui tourne encore un peu. Et en fait, ça marche sur beaucoup de téléphones, mais ça marche pas très bien. Et donc là, on change tout l'OS. On change, il n'y a plus Android. Et là, ça ressemble à Android, mais tu peux faire ce que tu veux avec. Tu peux installer ce que tu veux, du libre, pas du libre, etc. Il y a un nouvel acteur sur ce domaine-là qui s'est dit, plutôt que de faire une distribution sur plein de téléphones et que ça marche moyen et qu'on n'ait pas le GPS ou des fois pas le Wi-Fi, et ben on va se concentrer sur une gamme de téléphones et on va le faire bien. Donc ça s'appelle Graphene OS, et ça se centre autour des gammes Pixel dont le manufactureur est Google. C'est assez rigolo parce que c'est vraiment un téléphone où il y a le logo Google sur la coque. Et ça marche très bien parce que Google, pour le coup, ils sont arrivés un petit peu après Microsoft, après Apple. Donc, ils sont vraiment basés sur du libre. Donc, ils ont encore un petit peu la philosophie. Donc, dans les téléphones de la gamme Pixel qui sont vraiment faits par Google, ils sont plutôt OK pour installer des OS qui sont vraiment custom. Et voilà. Et celui-là, Graphene OS, il est axé sur la sécurité. Il y a vraiment... Tout est préconfiguré pour ne pas faire des grosses merdes. Par exemple, je laisse mon Bluetooth tout le temps allumé et n'importe qui peut voir où je me balade, etc. C'est comme ça que fonctionnent les AirTags. Je sais, tu me laisses, je sais pas combien on a de temps. Une petite trentaine de secondes. Trentaine de secondes. Alors, je finis un peu la pub pour Graphene OS. Donc, c'est bien fait, ça fonctionne. Ça demande quand même un tout petit peu de qualification technique pour le mettre la première fois. Mais après qu'on a ça, une fois, ça s'utilise comme un autre téléphone. Voilà, vas-y. Eh bien, merci de ça. Nous arrivons déjà à la fin de l'émission Quoi tout Pop. Merci Locutus pour ta présence à cette émission. Peut-être que ce débat se poursuivra sur nos autres médias comme Ventre Presse, qui est la chaîne YouTube sur laquelle on peut faire des vidéos de 3 heures sans limitation de durée. Et c'est une chaîne YouTube, malheureusement, pas logiciel libre. Enfin bon, voilà. Et nous avons aussi la chaîne Twitch Couillon, le journal Le 30, le30.info, et j'en oublie d'autres, la nouvelle Radio Sleep, et quoi d'autre? Instagram Poitou Presse. Instagram Poitou Presse, voilà, tout à fait. Ouais. Et donc, merci, restez sur Radio Pulsar 95.9. Dans quelques secondes, Metal Fury. Nous sommes durant tout cet été en hebdomadaire, jusqu'à la fin août. À la rentrée, nous verrons ce qu'il en sera. En tout cas, et restez sur Radio Pulsar 95.9. Et à la semaine prochaine. Bonne soirée à toutes et tous. Ciao, bye.